Messieurs, mesdames, on accueille, s'il vous plaît, avec nous, Vincent et Anaïs. Oh, attendez, je vais juste mettre ça comme il faut. Bien le bonsoir à vous. Salut! Hello! Ça va? Très bien, et toi? Ouais, super. Merci beaucoup de passer un petit moment avec nous sur Cryptologique en live pour venir parler un tout petit peu de Cardashift. Super, super cool de votre part. C'est toujours cool d'avoir des gens qui parlent français, pour être honnête. Donc on cherche les projets où il y a des gens qui parlent français, on n'en a pas toujours. Donc c'est un vrai plaisir. Peut-être qu'on peut directement commencer avec... Alors, on va parler un petit peu plus de Cardashift après, mais vu qu'on a déjà 2 personnes de l'équipe avec nous, on peut peut-être commencer avec une petite présentation de qui est Vincent, qui est Anaïs, et puis après on parler un petit peu plus justement du projet. Super. Ah, honneur aux dames. Eh ben, bonjour. Du coup, je m'appelle Anaïs et je viens d'une des 3 boîtes qui a cofondé Cardashift et je m'occupe notamment de la sélection des projets, de la construction du chemin que les projets vont parcourir sur Launchpad, de leur sélection à leur levée de fonds, à leur accélération et du coup à la définition de qu'est-ce qu'est un projet à impact, puisque c'est ça qu'on va essayer d'aller sélectionner. Magnifique, super. Merci. Moi Vincent, donc je suis plutôt côté blockchain. Donc moi je suis un des associés de SmartChain, qui est aussi une des 3 boîtes de ce consortium, et je m'occupe principalement de tout ce qui va avoir un attrait à la communauté et à notre intégration dans l'écosystème Cardano. Vous l'aurez compris, Cardashift, Cardano, on n'est pas trop loin, et notre travail notamment avec des partenaires stratégiques que seraient ou sont, on en parlera peut-être après, la fondation, AOG qui est derrière le protocole, et tous les partenaires qui gravitent autour de cet écosystème qui est assez naissant, mais déjà très vibrant en tout cas. Magnifique, super. Alors, on va aussi parler un petit peu de Cardano, je pense, ce soir, parce que c'est quand même un vieux projet aujourd'hui, mettons, dans le monde de la crypto. Beaucoup de personnes connaissent très bien le Cardano. Malheureusement, c'est vrai qu'on a beaucoup dû attendre sur l'avancement, et donc on a des écosystèmes qui ont avancé bien plus rapidement, en tout cas sur certains points, peut-être pas sur toute la scalabilité non plus. Donc, on va un petit peu parler de ça après, mais peut-être, parce qu'il y a plusieurs boîtes derrière, mais qu'est-ce que c'est déjà peut-être Cardashift? Et puis après, on pourra parler de qu'est-ce qui entoure justement aussi, justement, Cardashift. Voilà, honneur aux founders. Yes, merci. Je pense très rapidement, en quelques mots, Cardashift, c'est 2 choses. C'est une infrastructure de financement, donc on appelle communément dans la blockchain Launchpad, et d'accélération de projets. Sur cette base-là, on a voulu ajouter une dimension qui est très importante pour les 3 boîtes qui se sont réunies, qui est l'impact, et qu'on définira certainement après. Donc l'idée vraiment pour nous, c'est d'être à la genèse et d'accompagner des projets qui ont envie d'avoir un impact fort et positif, que ce soit social ou environnemental ou les deux, en utilisant tous les leviers que la blockchain nous permet d'avoir, donc la tokenisation qui est très très intéressante pour concilier des business models où on veut avoir un impact fort tout en étant profitable, rentable en tant qu'entreprise. On sait qu'aujourd'hui, dans l'investissement impact, c'est ça le gros problème. Des fonds, il y en a, mais la capacité à mesurer est-ce que la société va réussir à être rentable et va pouvoir être pérenne dans le temps, c'est ça le gros problème. Et on pense qu'il y a des modèles économiques sur blockchain qui sont très très intéressants à trouver. Et c'est notre travail au quotidien soit d'accompagner des start-upers, des entrepreneurs qui sont déjà au courant de la blockchain, ou soit d'accompagner des personnes qui sont peut-être à l'extérieur, mais qui pourraient avoir un intérêt d'aller tokeniser leur business model. Ouais, ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même très important, vraiment, d'aller chercher des projets dans le Web 2 qui ne connaissent pas du tout finalement ce Web 3. Et c'est vrai que ça a l'air très complexe si on n'a jamais entendu parler, ou bien on n'a personne dans l'équipe qui a déjà touché à la crypto-monnaie en général, ou bien entendu parler de la blockchain. C'est très complexe, donc il faut réussir à apporter ces petits toolings qui vont finalement leur apporter juste le nécessaire pour pouvoir intégrer, mais sans des fois trop comprendre non plus, parce que c'est comme ça qu'on aura justement toute cette adoption aussi. Si on parle un petit peu plus du coup, alors vous avez eu un ICO ou un IDO, je ne sais pas comment vous l'avez appelé. ICO, super. Donc vous avez sûrement eu un seed sale, un private sale, un public sale. Est-ce que vous pouvez parler un tout petit peu de ce lancement? Combien est-ce que vous avez réussi à avoir aussi avec ce lancement? Puis où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Si c'était il y a longtemps en arrière ou bien si c'était encore assez récent? Oui, bien sûr. Alors, le Kardashift, déjà, l'origine de Kardashift, ça date du printemps dernier, donc ça fait presque 1 an maintenant qu'on a commencé à émettre l'idée entre les 3 sociétés, parce qu'on travaillait déjà ensemble sur des problématiques communes dans nos métiers respectifs avec des acteurs des grands groupes ou des startups. Et on s'est dit qu'ensemble, on pouvait faire quelque chose de plutôt sympa. On s'est retrouvés l'été dernier, au mois de juillet, pour avancer sur le sujet. On a fait ce qu'on a appelé une private sale
en vase clos sans communiquer dessus à hauteur d'1,5 million au mois d'octobre l'année dernière, donc 2021. Et on a enchaîné donc sur une phase de public sale qui s'est faite en 2 phases, fin janvier, donc le mois dernier, où on a levé en tout un peu plus de 8 millions. Donc on arrive aux grosses mailles à 10 millions de dollars levés aujourd'hui. Donc c'est très récent et on commence du coup les prochaines étapes de la roadmap. C'est excellent ça. Et donc, la majorité de cet argent, est-ce que ça vient plutôt des entreprises et des partenariats que vous aviez déjà donc à l'époque, ou est-ce que ça vient beaucoup plus de cette communauté crypto finalement qui ont plutôt investi? C'est ça qui est super intéressant, c'est qu'on a eu le parti pris de dire que on éviterait au maximum de faire rentrer des gros porteurs, des fonds d'investissement, même si on en connaît plein, et de dire non, c'est une initiative qui doit partir de la communauté. Et en fait, on s'est retrouvé devant le fait accompli que la communauté crypto, avec son appétence pour le risque, était certainement une des meilleures communautés pour aller financer ce type de projets qui sont très early, qui sont encore très conceptuels. Et en fait, on a déniché un petit lingot d'or finalement. Et aujourd'hui, on peut se targuer du fait que sont majoritairement des investisseurs retail qui ont investi avec environ une 30 à 40% des investisseurs francophones. Ok, excellent, ça, super. Et donc, quel est finalement l'impact pour qu'on comprenne peut-être un petit peu plus? Donc Cardashift aujourd'hui, donc c'est le Launchpad sur lequel on va pouvoir retrouver des projets qui sortent sur l'écosystème donc de Cardano que vous allez chercher, vous allez pouvoir mettre en avant et proposer surtout aux token holders de pouvoir participer et investir en effet dans ces projets-là pour des prix plus intéressants, des fois même en private sale, si j'ai bien compris, ou tout simplement pour avoir le droit d'être whitelisté justement et donc le droit d'investir dans ces projets-là. Les autres projets qu'on a parlé, donc les autres entreprises qui entourent du coup Cardashift, les vôtres, est-ce qu'on peut en parler un petit peu plus pour comprendre ce qu'il y a là derrière finalement? Ouais, bien sûr, je te laisse parler. Je vais juste couper, ce qui est important, parce que je pense que c'est important de le noter. On n'a pas vocation aujourd'hui à financer uniquement des projets sur Cardano. Très bien. Pour la simple et bonne raison qu'on se veut agnostique, même si j'aime pas du tout ce terme. Et on pense qu'à horizon 12, 18, 24 mois, l'interopérabilité entre les blockchains va être de plus en plus présente. Nous, on a décidé de construire notre infrastructure sur Cardano pour plein de raisons, notamment des raisons techniques et des vraies croyances qu'on a dans la technologie qu'il y a derrière sur les fondamentaux. Pour autant, aujourd'hui, on a déjà des porteurs de projets qui viennent nous voir et qui veulent se lancer sur d'autres chaînes, et ça nous dérange en aucun cas. Ouais, la multi-chain, je suis assez d'accord. Et du coup, oui, derrière Cardashift, il y a trois entreprises françaises qui sont, alors d'abord Smart Chain, dont Vincent est associé, qui apporte justement cette expertise blockchain et tokenomics et tokenisation des projets Web 2. Il y a Matters, qui est un startup studio, donc qui a accompagné depuis 15 ans plus de 150 startups de l'idée au marché. On peut noter d'ailleurs Lydia V1, pour les Français connaîtront certainement. Et Steam, qui est mon entreprise, qui est un cabinet de conseil en strat d'innovation, donc qui accompagne des plutôt grands groupes dans leur grande démarche d'innovation et de réinvention, et notamment sur la partie impact. Donc qui apporte cette expertise-là, impact et puis réinvention, innovation. Voilà. Ok, super. Et le lien, donc aujourd'hui, combien est-ce que vous êtes dans l'équipe? Donc il y a sûrement une équipe chez Cardashift, mais vous êtes quand même très proche finalement avec les autres. Est-ce que vous vous considérez comme une équipe ou est-ce que vous êtes quand même plutôt séparés et puis il y a vraiment une équipe seulement pour Cardashift aujourd'hui? Il y a une équipe, en fait chaque boîte a mis des ressources à disposition de Cardashift et ces ressources-là forment une équipe d'environ 40 personnes sur les 120 que représenteraient les 3 boîtes au total. Incroyable. Donc on a 40 personnes qui travaillent côté blockchain chez Smart, côté front Launchpad, product côté Matters et puis définition de l'impact, sélection des projets chez Steam. Ok, excellent ça. Ouais, c'est vrai que c'est un joli nombre. On ne retrouve pas toujours des projets avec 40 personnes qui travaillent non plus dedans, donc c'est assez fou. Est-ce que vous êtes tous basés en France aujourd'hui? Ouais, on est tous basés en France. Pour l'instant, dans l'équipe qui travaille sur Cardashift et qui a travaillé sur l'ICO. Et on travaille fortement à se lier avec plein d'autres acteurs et de faire plein d'autres partenariats avec des acteurs sur le terrain à l'étranger.
Ouais, tout à fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, le remote, comme ça, de travailler en tant que nomade, c'est quand même quelque chose qui fait que d'exploser. Et puis, il y a des gens qui travaillent extrêmement bien aussi, finalement, partout dans le monde. Hein. Puis, on arrive finalement aussi à travailler comme ça. Donc, c'est toujours un plus pour les entreprises, typiquement crypto, Web3 aujourd'hui, de pouvoir travailler finalement avec un petit peu tout le monde. Mais c'est cool, en tout cas, de voir des entreprises françaises, je trouve, se développer, surtout avec autant de personnes et autant d'employés aujourd'hui, parce que c'est vrai que ça a été, en tout cas dans les dernières années, pas toujours simple. Et moi, ça me fait plaisir aujourd'hui de voir en effet ces entreprises qui disent non, on n'a pas besoin de partir de la France, on peut quand même le faire tant qu'on reste un petit peu dans les normes. On peut se montrer, on peut quand même travailler dans le milieu du Web3. C'est tout à fait juste. C'est vrai que peut-être que l'imposition est peut-être un petit peu plus grande que certains pays, c'est sûr, mais il y a quand même beaucoup de pour. Et j'en suis convaincu que la France va que à partir dans le bon sens par la suite. Pour tous ces projets justement Web3 également. Ok, ça c'est vraiment super cool. Peut-être pourquoi Cardano? Je vais prendre cette question. Pour nous, il y a trois grandes raisons. Je pense si on devait résumer pourquoi est-ce qu'on a choisi Cardano. La première, c'est pour les fondamentaux techniques qui sont aujourd'hui souvent décriés, c'est vrai, parce que peu compris ou pas du tout explorés par les personnes qui décrivent Cardano. Cardano, ça part de la base, le trilemme de la blockchain. Tout le monde commence à en entendre parler, tout le monde sait de quoi il s'agit. Ils ont une approche qui est un peu inverse, qui est dans le Web 2, c'est très simple, on va vite au marché, quick and dirty, on sort un produit, c'est pas grave, ça marche pas, on va pouvoir reconstruire par-dessus et ça va finir par marcher. Ce qui s'entend très bien dans une approche très startup Web 2. Dans les approches Web 3 où on se positionne, Cardano se positionne comme une infrastructure sur laquelle on va venir construire des applications, la peer review, les papiers académiques, vraiment penser les choses, même si ça prend 2 ans de penser des fondations pour qu'elles soient scalables dans 20 ans, 30 ans, c'est assez important. Aujourd'hui, Cardano, c'est plus de 120 papiers de recherche ou 110, je sais plus exactement. C'est une équipe de 300 personnes côté UHK qui travaillent au quotidien, donc énormément de chercheurs sur ces sujets-là. Et on croit beaucoup au modèle derrière, et notamment au modèle EUTXO, qui n'est pas le même que sur Ethereum pour notamment, et qui permettra demain plus de scalabilité et beaucoup plus de facilité. C'est plus facile d'encapsuler des transactions et finalement de faire de la comptabilité d'entreprise de manière atomique. On pourra l'imaginer demain beaucoup plus facilement, du moins on le pense, hein, c'est vraiment des croyances qu'on a, et ça a beaucoup drivé notre choix. Ça, c'était le premier point, c'est sur les fondamentaux techniques. Sur le deuxième point, c'est une vision qui est très partagée sur le monde de demain, du moins le monde qu'on aimerait avoir demain via la blockchain, et qui a été porté initialement par Charles Hoskinson, le fondateur, mais qui est aujourd'hui porté par une communauté qui est de plus en plus forte, où on se retrouve beaucoup. C'est vrai qu'on s'y attendait pas, et moi le premier qui suis investisseur depuis l'ICO de Cardano, au début j'étais purement investisseur, et puis après je me suis vraiment plongé dans la communauté là cette dernière année. Et en fait, on rencontre beaucoup de personnes, Anaïs pourra confirmer, au quotidien, qui vont exactement dans la même direction que nous, qui travaillent sur des choses qui sont à peu près semblables et qui ont juste qu'une envie, c'est collaborer. Et donc pour cette vision partagée d'un meilleur futur sans que ce soit nié, on pense que c'est certainement une des meilleures chaînes sur lesquelles on pouvait se positionner. Et le troisième point, c'est clairement le time to market aussi. Cardano qui a sorti la première brique de ses smart contracts en septembre dernier, qui n'est pas encore sèche, il y a encore plein d'améliorations, il y a plein de choses qui arrivent. On est là au bon moment, on est au tout début, à l'embryon de la DeFi côté Cardano, et on pense que là, dans les 6 à 12 prochains mois, on est bien positionné du coup pour pouvoir profiter de la vague qui devrait arriver à mesure que le protocole scale dans les prochains mois. Ouais, je suis tout à fait d'accord, et puis c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de bons points. Il y a eu peut-être beaucoup de personnes qui ont été un petit peu déçues à cause du temps, en effet, de développement du côté de Cardano aujourd'hui. Comme moi aussi, j'avais beaucoup suivi typiquement depuis 2017, et puis malheureusement, après, des fois, on suit pas énormément, et quand on n'est pas vraiment des fois dans des projets à fond avec la communauté, en fait, on voit pas tout ce qui se passe réellement. Et donc, du coup, en fait, on a l'impression des fois que ça avance pas, même que c'est pas du tout le cas. Mais ouais, je pense que, la vision que Cardano ils ont, en tout cas, c'est du très long terme, et puis c'est quelque chose qui peut être plutôt très bien pour nous tous dans l'avenir, donc j'espère que ça va fonctionner, on verra bien. Il y a beaucoup de promesses, comme tous les écosystèmes, comme tous les projets aujourd'hui, on est tous finalement dans une certaine bêta quelque part, donc on doit suivre un tout petit peu où on pense ça va être le mieux. Aujourd'hui, Cardano, j'ai
pas beaucoup entendu parler de Launchpad sur Cardano. Alors, vous avez parlé justement, tu as parlé juste avant, Vincent, de multi-chain, cross-chain, sur lesquels vous allez pouvoir peut-être aussi proposer du Polygon, Binance Smart Chain, des projets également peut-être sur d'autres. Tu peux peut-être nous en parler un petit peu plus, voilà, de quelle sorte de chain est-ce que vous allez aussi peut-être accepter et à peu près dans quel timing, sans donner trop de dates, parce que je pense que donner des dates, c'est jamais simple. Et puis... qu'est-ce que je voulais dire? De ma connaissance, aujourd'hui, il y a Ocamfi. Je connais Ocamfi, mais je connais personne d'autre. Alors, il y a peut-être plein d'autres Launchpad aussi sur Cardano, c'est possible, mais qui ont finalement cette vision, en effet, de pouvoir mettre en avant des Launchpads sur l'écosystème de Cardano, parce qu'ils ont une belle vision également sur Cardano, mais ils ne veulent pas seulement faire du Cardano, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas assez de projets, en tout cas peut-être pour un investisseur, ou bien pour quelqu'un qui veut absolument investir dans beaucoup de projets, justement, qui arrivent. Est-ce qu'il y a... Je pose peut-être pas mal de questions en même temps, pardon. Est-ce qu'il va y avoir beaucoup de projets, tu penses, d'ici 2022 en tout cas, sur l'écosystème de Cardano aussi, sur votre Launchpad? C'est une très bonne question parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une grosse majorité, je pense au moins 70% des projets qui viennent toquer à notre porte qui ne sont pas là pour Cardano. Ils sont là parce qu'ils voient un business model à construire sur la blockchain et ils vont aller vers la simplicité aussi. La grosse problématique de Cardano aujourd'hui, c'est certainement la complexité de sa technologie et de la prise en main par les développeurs. Le Haskell, qui est le langage qui est derrière les smart contracts de Cardano, n'est pas du tout abordable par tout le monde. C'est un peu, si je pouvais faire une comparaison sur une autre stack qu'on connaît très bien, qui est Tezos. C'est pareil, Tezos, c'est génial techniquement, il y a des choses magnifiques, mais la prise en main et donc l'écosystème de développeurs est encore très embryonnaire. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de facilitation qui se fait avec des compatibilités EVM, etc., qui commencent à arriver. Mais on n'est qu'au début de tout ça aussi, et des transpilers de l'EVM vers le Haskell, c'est bien d'un point de vue conceptuel. La réalité des choses, elle n'est pas aussi naturelle que ça. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas, on sait qu'on va avoir des projets côté Cardano. On en a déjà quelques-uns. Il y a un écosystème qui est naissant, notamment du fait du Project Catalyst, donc qui est ce fonds de gouvernance communautaire qui est géré par les détenteurs de Cardano, ou le fonds 8 qui a commencé la semaine dernière ou qui commence ce mercredi. C'est 10 millions de dollars en ADA qui sont distribués à la communauté sur différents challenges et notamment la construction de DIAP. Il y a plein de projets, il y en a de plus en plus. Après, ça a des stades de maturité qui sont très différents. Mais là où moi je veux en venir, c'est assez simple, c'est qu'on n'est pas là, notre positionnement n'est pas de financer pléthore de projets. J'ai fait tous les launchpads de la BSC et d'Ethereum sur la dernière année. Financer un projet par semaine, 2 projets par semaine, c'est pas du tout notre objectif. Notre objectif, c'est d'accompagner en amont du funding et en aval les projets pour qu'ils maximisent leur impact et qu'ils aient concrètement un impact, que ce soit une réussite. L'objectif étant de dérisquer à la base un maximum pour que nos investisseurs investissent dans un projet qui a un potentiel de réussir et que derrière, on arrive à maximiser cette réussite, et cette réussite se traduit à la fois par une rentabilité économique et par de l'impact. Et surtout d'ailleurs par de l'impact, quel que soit leur domaine d'impact. Donc finalement, sur cette base-là, j'ai envie de te dire qu'on n'a pas besoin de 10 millions de projets. On a besoin de quelques projets bien qualifiés, qu'on accompagne de bout en bout, et nos investisseurs sont au courant de ça. On ne va pas leur fournir 15 projets à la semaine, c'est pas du tout notre objectif. Parce qu'on n'est pas une usine à gaz, on est là pour faire des choses très concrètes et on ne croit pas du tout au fait qu'on puisse financer 15 projets et les lancer comme ça dans la nature. Par contre, à horizon de 2 ans, une fois qu'on aura réussi à dupliquer notre modèle dans d'autres zones géographiques avec des partenaires clés avec qui on est déjà en discussion sur certaines zones géographiques, notamment en Afrique de l'Ouest, là oui, on aura peut-être beaucoup plus de projets parce qu'ils seront dans des zones géographiques différentes et seront accompagnés par d'autres acteurs que nous. Aujourd'hui, on est 3 boîtes, mais on a aussi des limites humaines. Enfin, on peut pas se démultiplier, on peut pas passer à 500 d'un coup chacune des boîtes. Par contre, nos partenaires, que ce soit en Amérique latine, en Amérique du Nord, en Afrique subsaharienne ou même en Asie, vont nous permettre de scaler, de vraiment passer à l'échelle de notre modèle et demain de pouvoir imaginer suivre beaucoup plus de projets. Ça, c'est pour rebondir sur ce que tu as dit, je pense d'ailleurs c'est une chose extrêmement bien à faire, c'est de ne pas mettre trop de projets. C'est un gros problème aujourd'hui qu'on voit chez les Launchpad.
Et en tant qu'investisseur, c'est très complexe, pour être honnête, parce que on ne sait pas finalement s'ils le font parce qu'ils croient dans le projet, même que finalement, ce qu'ils disent souvent, c'est oui, on croit dans le projet, on veut que le projet fonctionne, et puis en effet, c'est ce qu'ils veulent. Hein. On a beaucoup de VCs, de petits VCs derrière, qui mettent aussi des plus grandes sommes d'argent, puis qui veulent gagner tous de l'argent finalement. Mais une fois qu'on comprend un tout petit peu comment ça fonctionne, finalement, les launchpads, et puis on comprend comment les gens peuvent gagner très rapidement beaucoup d'argent, on a beaucoup des usines, typiquement à gaz, et puis qui sont là, et puis qui mettent en fait 14 projets par semaine. Et c'est en fait, il n'y a aucune recherche qui a été faite derrière le projet finalement. On ne sait pas qui y a derrière. Des fois, il y a même des scams finalement. Et donc, je préfère typiquement de participer dans un launchpad, d'avoir des tokens sur lesquels je suis là en tant qu'investisseur déjà, sur un token spéculatif, sur lequel après je peux investir sur des projets où derrière, il y a des gens qui font un vrai travail. Et le vrai travail, c'est faire de la recherche, faire du travail sur lesquels on veut garantir que les investisseurs derrière ne perdent pas trop d'argent non plus. Et c'est des choses qui sont extrêmement importantes qu'on retrouve de moins en moins, pour être honnête, sur des launchpads. Et c'est vrai que c'est complexe. Donc, ça me fait plaisir d'entendre ça. Ouais, et nous, ce qu'on voit beaucoup, c'est cette logique. Pour avoir fait des process launchpad, je les ai très bien vus. J'ai échangé avec les gars en face qui me disaient clairement. Nous, de toute façon, on vous prend pas si vous n'êtes pas une ultra low market cap en dessous de 500 000 $ au listing, parce que notre objectif, et ils le disent pas comme ça, mais c'est que vous fassiez un x50 au listing minimum, que tout le monde s'en mette plein les fouines, et que derrière, les autres, tous les investisseurs qui auront été en attente parce qu'ils n'auront pas eu leur fameux ticket de loterie pour rentrer, ils vont tous se faire avoir parce qu'ils vont acheter au top et nous, on va bien se gaver. Concrètement, moi, c'est le message que je ressentais. Je disais, mais moi, je suis content quand j'étais dans cette whitelist et que j'avais la place, mais j'ai été des deux côtés. J'ai fait le x70 au listing, c'est super cool parce que ça te permet de faire beaucoup d'argent en très peu de temps. Mais qui est-ce qu'il y a derrière? En fait, c'est des VCs, et c'est pas sain du tout. On ne croit pas du tout à ces modèles-là. Du moins pas sur le long terme. Je pense que ça a encore sa place pendant quelques mois, potentiellement années. Après, sur le long terme, à voir. Ok, ouais, tout à fait, exact. Aujourd'hui, la communauté de Cardashift, vous êtes sur Twitter, Discord. Est-ce que vous pouvez parler un tout petit peu également des réseaux, juste pour avoir un tout petit peu une idée de où est-ce qu'on peut déjà vous retrouver également? Et puis, comment est-ce que la communauté est aujourd'hui? Est-ce qu'elle est très active? Est-ce que les gens ils sont en attente? Quelle est un tout petit peu l'attente, on va dire, de la communauté aujourd'hui derrière Cardashift? Tu veux prendre la question? Oui. Alors, vous pouvez du coup nous retrouver sur Twitter et Discord majoritairement. On a aussi un Telegram. Tout est dispo sur notre Twitter, je pense, en lien, ou même sur notre site web, cardashift.com. Notre communauté, elle est très cool. Elle est très active et même la communauté française notamment pour les gens ici. Elle a été super active pendant l'ICO et ça a été vraiment d'une aide remarquable. Moi, j'ai vraiment incroyable cette communauté pour l'aide, pour le community management, pour la diffusion de tout ce qu'on faisait. Et là, maintenant, elle est en forte attente du coup de cette sortie de Launchpad et des premiers projets qui vont arriver, puisqu'ils sont quasiment tous devenus des porteurs de Clap, notre crypto. Et ils sont très en attente de ces premiers projets sur lesquels ils pourront donc voter et puis après voir en IDO, voir être whitelistés pour. Donc voilà. Magnifique, super top. On va avoir Cartet dans le chat qui va pouvoir mettre dans le chat tous les liens nécessaires, hein, donc le Twitter, Discord et le site internet. Comme ça, vous pouvez déjà aller faire un petit tour pendant qu'on finit encore déjà 2-3 petites questions. Et puis après, à la fin, si ça va pour vous, on pourra aussi partir après sur un Q&A de la communauté. C'est de répondre un petit peu à des questions si d'un coup, on n'a pas eu toutes les réponses directement durant l'interview. Tu as juste parlé de Claps. Clap ou Claps, pardon? Clap. Pourquoi Clap? C'est une grande question. Il y a quand même un lien avec ça quand même. C'est clap de début, clap de fin. C'était vraiment. C'est venu dans un brainstorming un peu de manière inopinée. Et finalement, on s'est tous très attachés. Et en fait, on a cette logique un peu marketing. Il faut s'imprimer dans la tête des gens et retenir le nom clap. C'est très simple. Tu l'as entendu une fois, deux fois, ça te fait même potentiellement sourire et tu arrives à en faire des jeux de mots. Et finalement, on s'est dit, c'est vers là qu'il faut qu'on aille, c'est le bon mot. Voilà. Je me suis amusé pendant 5 secondes là en le disant, donc tu as tout à fait raison. Votre brainstorming a bien fonctionné. Ok, top. Il y avait pas mal de questions aussi avant, puis je pense que ça peut être assez intéressant de partir sur
alors, sur les multi-chains quand même, je sais pas si, je crois pas que ça a été répondu juste avant, du coup, sur est-ce que vous préférez partir sur du Polygon, sur du Binance Smart Chain, en tout cas comme deuxième choix? Est-ce que vous préférez partir sur du Phantom? Quelles sont un petit peu vos idées aujourd'hui et pourquoi est-ce que vous aimeriez partir sur ces sortes de chains? C'est franchement très compliqué à répondre aujourd'hui directement. On a plein d'idées, on a même des idées où on serait capable d'aller sur n'importe quelle chaîne sans avoir la compatibilité parce qu'on fait, on a d'autres biais qui nous permettent d'assurer le fait qu'un projet qui veut lever, enfin qui veut lancer son token, je sais pas, sur Elrond par exemple, pourrait lancer sur Elrond alors qu'il vient se financer sur Cardano. Alors c'est complexe peut-être à conceptualiser, mais on arrive à trouver des modèles autour de tout ça. Aujourd'hui, sur les chaînes qu'on regarde de très près, évidemment, toutes les EVM compatibles sont intéressantes. Polygon fait très clairement de la place dans notre cœur. La BSC potentiellement un peu moins par conviction sur la décentralisation notamment, mais on se ferme pas à ça. Ethereum Layer 1, j'ai envie de dire, attendons 2.0. Après, il y a des Layer 2 d'Ethereum qui sont très intéressants, mais très peu utilisés aujourd'hui. Très R&D, il faut pas. On a quand même un attrait qui ont fait un bridge entre le monde réel et le monde digital. On fait venir des nouvelles personnes. Déjà, réussir à faire venir des gens sur un layer 1, c'est déjà assez compliqué. Alors, si on doit en plus les faire bridger vers des layers 2, etc., on rentre dans des complexités qu'on n'a pas vraiment envie d'avoir aujourd'hui à court terme. Et ensuite, on s'intéresse aussi à d'autres chaînes avec qui on a déjà travaillé par le passé, notamment Smart Chain. Ça peut être Algorand, Tezos, avec qui on travaille et sur lesquels on a pas mal de projets aujourd'hui. Elrond aussi. Après, Phantom, c'est très intéressant aussi. On n'exclut rien aujourd'hui. Ça va aussi certainement être drivé par les projets qui viennent à nous et où est-ce que ça fait sens de les lancer. Tout à fait, exactement, ouais. Naturellement, les gens ils veulent avoir du teasing, hein, ça c'est sûr. Alors après, entre ce qu'ils peuvent avoir comme information et ce que vous pouvez donner comme information, c'est toujours des choses toujours un petit peu différentes. Mais est-ce qu'on peut avoir un petit peu de teasing par hasard sur des projets à venir déjà sur votre Launchpad ou pas encore? Je pense qu'on peut donner un ordre d'idée. Après, c'est très compliqué. On va communiquer dans les prochaines semaines sur ça. On est en train de construire le premier batch de projets qui va être proposé à la communauté. Alors peut-être qu'Anaïs pourra reprendre après quel est le processus de sélection des projets qui est quand même dans notre ADN et qui va vers la communauté et qui fait rentrer la communauté dans le process. C'est pas nous qui choisissons de manière unilatérale les projets qui vont être accompagnés. C'est vraiment une co-construction avec la communauté. Aujourd'hui, on a des projets qui veulent lancer des écoverses. C'est très intéressant. Conceptuellement, on se pose beaucoup de questions sur quel est l'impact réel. On a une équation qui est assez simple, plus moins fois, donc externalité positive moins externalité négative fois le market sizing, donc la taille du marché. Est-ce qu'un écoverse rentre là-dedans? On se pose encore des questions. Donc on a des écoverses. On va avoir des projets autour de l'économie informelle dans des pays africains. Donc c'est vraiment comment est-ce qu'on peut réussir à bancariser des travailleurs de rue qui aujourd'hui gagnent leur vie en faisant du boulot que nous on fait au quotidien aussi potentiellement, mais qui aujourd'hui ne sont pas du tout dans la sphère économique et sociale au sein de leur pays. On va avoir des projets autour de filières agricoles, on va avoir des projets de prêts pour le financement de l'éducation. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On a des projets sur les océans, on a des web browsers aussi qui sont intéressants. Il y a beaucoup de choses. On a, je pense, une cinquantaine de demandes aujourd'hui très concrètes et on avance sur ces sujets avant de pouvoir proposer à la communauté quelque chose de construit. Sachant que je tiens à préciser quand même une chose qui est importante. On a décidé de le faire de manière legit en montrant nos têtes, en montrant nos entreprises. Et donc, dedans, on a fait venir aussi, à côté de ça, des personnes du monde réel, qui sont des cadres dirigeants d'entreprise, des académiciens, qui sont des gros partenaires qu'on va annoncer au tout du long. Et donc, on a notre crédibilité qui est en jeu aussi. Donc, c'est très, très compliqué. On joue un peu, on tangue entre tout ça parce qu'on a plein de projets qu'on a envie de pousser parce qu'ils ont l'air très, très sympas. Mais si on fait pas suffisamment de due diligence, autant le monde de la crypto va être très content parce que ces projets sont sexy, autant nos partenaires académiques autour de la recherche sur l'impact, qu'est-ce que c'est réellement l'impact, etc., risqueraient de pas trop bien comprendre. Bien comprendre et on risquerait de se décrédibiliser. Donc on marche un peu sur des œufs et c'est pour ça qu'on prend notre temps aussi. On est là sur le long terme et on n'est pas là pour
pousser des projets, les financer, alors qu'ils vont pas avoir un impact, quoi. Ouais, ça, c'est un très bon point, ça, exactement. Euh, Quand tu parles du coup de long terme, est-ce que votre token économique, ça a également été réfléchi sur du long terme, en rapport avec la total supply, en rapport avec le lancement, avec votre vente également? Est-ce que ça a été calculé sur 10 ans, sur 5 ans, sur 20 ans? Alors, on a fait des projections sur 10 ans et plus. Après, on le sait tous, c'est un peu compliqué de se Bien projeter sûr. sur des tokenomics. Aujourd'hui, on est assez confiant sur le fait on va pas avoir de problématiques majeures par rapport à ça. On a à peu près 50% de la supply qui est destinée à la trésorerie, qui va être gouvernée par la communauté dès que les fonctionnalités de vote seront vraiment bien inscrites dans la blockchain Cardano. Aujourd'hui, c'est très, très embryonnaire encore, le vote on-chain, la libération de tokens en fonction de conditions qui sont données par la communauté. On est très loin de ça, hein. On devrait y être au Q2, normalement, Q2, Q3 sur Cardano. On est assez confiant, en tout cas, sur cette trésorerie. Ouais, je voulais te poser la question justement sur la votation, parce que du coup vous écoutez quand même du coup la communauté et donc les investisseurs derrière aussi. Comment ça se passe aujourd'hui en tant que token holder? Ouais, bah, je vais continuer là-dessus. En tant que de clap holder, du coup, nous, on va essayer de pousser à intervalles réguliers, chaque trimestre potentiellement à terme, des batchs de projets pour laisser vraiment ce choix à la communauté, en ayant juste, nous, précédemment, fait un petit screening pour vérifier que ce ne sont pas des scams, pour avoir voilà, vraiment le minimum pour que ce soit des projets proposables à cette communauté. Et puis, ces clap holders pourront voter en stakant leur clap en fait sur chacun des projets et donc être récompensés pour ça. 8% à peu près d'APR, pour l'instant on est là-dessus. Donc en stakant leur clap sur les projets qu'ils préfèrent et qu'ils aimeraient voir après en IDO. Et ces projets donc sélectionnés par la communauté passent ensuite par une revérification par nous, évidemment, pour tout ce qui est business model et est-ce que ça va être vraiment, est-ce qu'on va vraiment pouvoir lever et avoir un impact avec. Et puis, ces projets seront encore ensuite accompagnés vers une levée sous IDO dans un premier temps. Et puis accélération quand la levée sera faite. Ok, super. Donc ça veut dire qu'il faut stake nos tokens sur un projet que vous allez peut-être proposer ou bien peut-être vouloir en effet travailler avec. Et c'est en stakant nos tokens, non seulement qu'on touche en effet un certain revenu dessus, mais c'est à ce moment-là qu'on peut voter avec le pouvoir du montant du token qu'on stake. Ouais, ok, exactement. ça c'est intéressant. Peut-être que je me trompe, mais j'ai pas revu ça à beaucoup d'endroits. Est-ce que c'est moi qui me trompe ou est-ce qu'il y a aussi d'autres où ça se fait quand même? Ça se fait un peu sur des gouvernances plutôt, Okay. sur des gouvernances bases où tu dois staker tes tokens pour avoir un certain poids dans le vote. L'exemple, c'est par exemple sur Tezos, on va utiliser les bakers. Donc il y a un nœud baker et toi tu peux déléguer ton droit de vote au baker et en fonction du montant tu vas pouvoir avoir un pouvoir décisionnel dans les votes. Après, aujourd'hui, on va le faire d'une manière qui peut-être pas été vue sur la sélection de projet, je pense pas effectivement, encore moins sur du launchpad. Et ce qui est important, je pense que Anaïs le précise pas parce qu'elle est peut-être moins familière de l'écosystème blockchain. Je tiens à dire un truc qui est très important et c'est dans notre ADN. Le vote ne se fait pas et le pouvoir du vote ne se fait pas uniquement sur le montant qui est investi. Ça, j'aime bien. Parce que je ne conçois pas qu'en fait un launchpad devienne le pur produit du capitalisme et le plus riche a plus de poids et donc c'est lui qui tire toute la valeur alors que c'est pas lui qui en a le plus besoin et c'est peut-être pas lui qui est le plus méritant. Donc du coup le système de vote va pondérer deux choses. C'est à la fois le volume de clap qui est staké sur un projet et le volume de wallets par rapport à la totalité des wallets qui stake sur ces mêmes projets. Donc c'est-à-dire qu'il faut avoir les deux. Une personne qui stake 99% du volume de clap, ce sera que un wallet et ça ne fonctionnera pas parce qu'il faudra avoir, sur les premières estimations, il faut avoir 10% du volume total staké sur mon projet, plus 10% des wallets aussi. Ok, ouais, je vois tout à fait. Donc en fait, moi en tant que personne, si je viens avec juste $10, façon de parler, en fait je suis considéré également dans le système de vote en tant qu'une personne aussi. Il y a un calcul finalement qui est fait. Donc en fait, mon vote a clairement un impact. Tandis que si mes $10 sont mélangés dans 10 milliards de votations, façon de parler, en fait on sait très bien que ça vaut rien du tout.
à ce moment-là quasi. Donc ça, je trouve très bien. Je suis à fond dans des projets comme ça aussi. Il y a un projet français qui s'appelle Humble Log Ball. C'est un consensus qu'ils sont en train de mettre en place. Ça s'appelle le Proof of Entry. Et c'est basé justement là-dessus. C'est basé sur le fait qu'il ne faut pas seulement voter grâce au pouvoir d'argent finalement aujourd'hui, le capitalisme, mais beaucoup plus sur la personne en soi, le participant en fait. Et je trouve que ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut très bien combiner. Et j'aime beaucoup du coup le fait que vous combinez les deux. Ça, c'est vraiment top parce que ça, on voit pas beaucoup du coup non plus, pour être honnête. En tout cas, pas encore. Je pense que ça va un petit peu changer. Super bien. Ok. Je voulais aussi vous poser la question alors je sais pas exactement comment c'est en France. Ici en Suisse, ils ont enlevé toutes les restrictions. On peut de nouveau aller à l'extérieur, on peut de nouveau aller au restaurant. Il n'y a plus de passe sanitaire. Je crois qu'en France, il y a encore pour l'instant. Mais on ressent que c'est en train de diminuer également. Donc on a de plus en plus d'événements de nouveaux crypto. Et enfin, on est bien content. On peut aller revoir un petit peu du monde, boire une petite bière avec quelqu'un et parler de blockchain. Donc ça, c'est plutôt cool. Est-ce que Cardashift, vous allez faire aussi participer plutôt à des événements ou créer vous-même peut-être des événements en France ou des choses comme ça? Alors, à cette question, je peux te répondre que oui, nécessairement. On prévoit déjà de participer à pas mal d'événements. Alors aujourd'hui, on attend de voir un peu comment on se goupille les contraintes sanitaires, notamment parce qu'il y a des événements à l'étranger qui nous intéressent beaucoup. On a des vrais contacts et des partenaires en Afrique subsaharienne avec qui on a des enjeux à aller sur place pour être représentés à certains événements. Aujourd'hui, on attend encore sur ces sujets-là. Et sur le fait de nous hoster des événements, je pense que c'est important de noter que on a identifié cette thématique d'impact aujourd'hui sur lesquelles on veut avoir une action, qui sont des urgences selon nous, que ce soit nos océans comme nos terres agricoles, par exemple. Ces thématiques d'impact-là, on n'a pas du tout la prétention de dire qu'aujourd'hui, nous, au sein du Cardashift, on les maîtrise tous sur le bout des ongles. C'est pas du tout le cas. On s'entoure de professionnels, on s'entoure d'académiciens, de personnes qui bossent dessus depuis 20-30 ans pour travailler sur tout ça. Et donc, on a vocation naturellement en tant que plateforme à tourner vers un lieu de débat, d'échange et de profusion d'idées pour faire émerger des solutions. Donc naturellement, on doit se positionner comme un endroit où on peut venir et on peut parler, on peut échanger. Et donc ça passe à la fois par le digital qui est très important, mais on pense aussi que le lien humain est quand même à la base de beaucoup de choses et qu'il est temps de le renouer un peu. Et donc on aura l'occasion, oui, d'hoster des événements, que ce soit sur les thématiques d'impact ou en partenariat avec des acteurs du monde Cardano et là, potentiellement la fondation et autres aussi avec qui on discute de ces sujets-là dans la francophonie. Ah top, super. Et on sera ravis de boire une bière avec vous. Pour ça, je me déplace. Et bah, quand vous voulez. Magnifique, super. On n'a pas beaucoup parlé non plus de la concurrence. Alors, parce qu'on a quand même beaucoup de Launchpad aujourd'hui, très peu sur l'écosystème de Cardano. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez une concurrence ou est-ce que vous voyez ça plutôt comme, je dirais pas des intégrations, mais plutôt des projets finalement qui vont vous donner de la visibilité aussi pour l'écosystème finalement de Cardano, typiquement Ocamfi. Est-ce que c'est considéré comme une concurrence ou pas spécialement? Je laisserai peut-être Anaïs compléter, donner son avis. Après, moi, je suis peut-être un peu trop naïf et je vois le monde comme un bisounours, mais moi, j'estime que les problématiques qu'on rencontre aujourd'hui et qu'on rencontre d'ici 2030-2050 sont tellement gigantesques qu'on n'a pas de concurrents, on a des potentiels partenaires. Et à vrai dire, il y a des projets qui nécessitent tellement de financement et d'accompagnement. Nous, on propose l'accompagnement alors que la majorité, si ce n'est la totalité des autres launchman, ne le proposent pas. Et encore moins sur des thématiques d'impact parce que c'est pas aussi facilement financièrement viable, du moins en termes de mindset. Il faut vraiment tordre des modèles pour vraiment comprendre que ça peut être financièrement viable. Donc moi, je les vois plus comme des potentiels partenaires, que ce soit des Launchpad Cardano ou autres, et se dire, en fait, tous ensemble, au lieu de lever 2 millions pour un projet, on peut peut-être en lever 200 et atteindre des objectifs communs qui est la réduction des émissions de gaz à effet de serre, par exemple. C'est plutôt moi ma mentalité. Après, il est vrai qu'on a des concurrents sur le papier. Aujourd'hui, il y en a 5-6 sur Cardano à des stades de maturité un peu différents, dont Ocamfi qui est déjà plutôt avancé. Et effectivement, on voit qu'ils ont plutôt choisi d'aller pour le moment se concentrer sur d'autres chaînes que sur Cardano, par manque de projet certainement. Je
pense. Ouais, bah, j'étais en relation avec Ocamfi et puis bah, je pense que je peux le dire, hein, c'était pas spécialement des choses privées, mais en effet, Ocamfi sont un petit peu en stand-by actuellement. Et puis ils se sont même d'ailleurs, entre autres, ceux qui étaient vraiment au cœur du projet, sont en train de lancer d'ailleurs maintenant des launchpads sur Solana typiquement. Donc pourquoi pas? Et je pensais bien, il faut un tout petit peu aller de gauche à droite. Après, est-ce que c'est juste parce qu'ils veulent se lancer sur la hype de gagner de l'argent ou pas? Donc ça peut aussi des fois révéler certaines choses. Moi, je vais suivre ça de très proche, typiquement, je ne juge rien, hein, mais je trouve ça très intéressant. Et puis je pense qu'en effet, déjà le fait qu'il y a peu de projets, ça peut en effet avoir un impact de se dire, alors en attendant, on va mettre ça peut-être un petit peu en stand-by. De ce que je sais, c'est qu'ils sont à fond derrière Cardano en soi, ils adorent Cardano et c'est pour ça, entre autres, pourquoi ils ont voulu faire Ocamfi. Mais que voilà, en effet, il n'y a peut-être pas assez de travail finalement pour pouvoir vraiment mettre ça encore en place aujourd'hui réellement. C'est tout à fait possible. Je ne sais pas si Anaïs, tu voulais du coup rajouter quelque chose là-dessus ou pas? Ouais, peut-être sur l'expérience, les premières expériences que j'ai eues du coup dans l'écosystème avec ce qu'on pourrait considérer sur le papier avec des concurrents. En fait, c'est vrai que ça ressemble plus à des partenaires une fois qu'on a essayé de faire quelques liens avec eux. Tout le monde, il y a tellement de choses à construire que tout le monde est preneur de n'importe quelle aide, partenariat. Et au contraire, ouais, tout le monde est d'accord pour dire que, on va dire main dans la main, peut-être aussi un peu bisounours de dire ça, mais que main dans la main, surtout sur un écosystème naissant côté Cardano, et même côté adoption en général de le rapport Web 2 Web 3, que main dans la main on fait bien plus de choses qu'en étant considérés que comme des concurrents. Exact, mais je pense qu'on est beaucoup des petites personnes qui sont peut-être dans un monde de bisounours, c'est possible, j'en fais partie, mais c'est parce qu'on aimerait voir ce monde changer réellement sur beaucoup d'aspects différents. Et puis il y a de très belles personnes, de très beaux projets aujourd'hui qui mettent des choses vraiment, des choses magnifiques justement en avant. Et donc c'est pour ça qu'on a cette espérance qu'il y a une possibilité que ça fonctionne. Et je pense qu'il faut pas qu'on mette ça de côté. C'est en gardant ça qu'on va réussir peut-être à partir dans ce monde-là, donc pourquoi pas. Vraiment, il y a une expérience avec quelqu'un d'autre de l'écosystème qui a été négative ou vue comme vraiment concurrentielle. Ça a toujours été que ce soit des launchpads comme des autres acteurs, DEX, etc., de l'écosystème, ça a toujours été bienvenu. On a toujours été les bienvenus chez eux et pour les aider. Magnifique. Il y a déjà 2-3 petites questions aussi après sur le chat, mais on va les reprendre directement après, hein. Je vais pas les louper, donc n'hésitez pas aussi à poser après des questions sur le chat, on va de toute façon revenir dessus. Et puis il y a des fois CryptoVector aussi qui va pouvoir reprendre toutes les questions, des fois il va pouvoir les classer puis me les redonner au cas où si d'un coup il y a trop de personnes qui parlent. Moi je voulais peut-être juste encore revenir un tout petit peu, alors c'est vrai que je parle peut-être un petit peu trop sur le côté technique, donc désolé Anaïs, donc je donne plus de travail à Vincent aujourd'hui, mais je voulais un petit peu savoir, parce que c'est vrai que alors, les écosystèmes, tant qu'on n'est pas dedans, on ne sait pas ce qui se passe. Moi aujourd'hui c'est vrai que je me suis intéressé typiquement un petit peu plus sur Algo, j'ai découvert quelque chose d'assez fou, c'est vrai que ça fait depuis pas si longtemps qu'ils sont en train d'évoluer aussi. Est-ce que Cardano, en tout cas de ton point de vue plutôt, ou bien peut-être le point de vue de Cardashift, est-ce que c'est récent que Cardano sont vraiment en train de se développer, mettant de plus en plus sur le côté DeFi, peut-être sur les DAO, et de vraiment vouloir maintenant mettre du marketing, si je peux dire ça comme ça, sur l'écosystème réellement, même qu'il y a déjà eu du marketing, qu'on soit d'accord. Comment est-ce que tu sens peut-être le changement entre la fin du bear market, si je peux dire, début 2020 à peu près, et aujourd'hui? Ouais, alors je pense que pour tous les intéressés de Cardano, je conseille d'aller voir le site roadmap.cardano.org, je crois. Je sais plus si c'est .org ou .com. Cardano est construit en cinq étapes de la roadmap. L'étape 4, dans laquelle on est en plein milieu aujourd'hui, qui est l'étape Bachot, qui est la scalabilité. Et l'étape 5, qui est l'étape Voltaire, qui est la gouvernance, avec déjà beaucoup d'expérimentations qui sont en cours. On est en plein dans l'étape 4. On a sorti les smart contracts, la base des smart contracts on-chain, septembre 2021. C'est le tout début. Les premiers développeurs de DApp ont commencé à faire joujou avec Plutus. C'est compliqué, il faut penser des nouveaux modèles, il faut réussir à faire des choses. C'est pas tout n'est pas naturel comme aujourd'hui ça l'est sur Ethereum, parce que EVM et Solidity est éprouvé depuis ces années. Donc c'est le tout début pour moi, et effectivement Cardano commence à faire du marketing sur tout ça, mais attention, ils y vont pas trop fort non plus, parce qu'ils savent que leur réseau
n'est pas prêt à avoir une mass adoption. Ils en sont tout à fait conscients et ils ont décidé collégialement avec SundaeSwap, qui est pas le premier, le deuxième DEX sur Cardano qui est sorti, mais qui est vraiment sur un modèle AMM comme on pourrait le trouver sur PancakeSwap, Uniswap et autres. Ils ont décidé de sortir connaissant le fait qu'il allait y avoir de la congestion sur le réseau et que c'était pas impossible qu'une transaction mette plusieurs heures, si ce n'est plusieurs jours à arriver. Ils ont décidé de le faire parce que ils avaient besoin de pouvoir faire des modifications sur les paramètres sur une blockchain qui est très très modulable, de pouvoir faire des paramètres sur du live testing en mainnet, quoi. À un moment donné, c'est bien de backtester, de conceptualiser, d'écrire des papiers de recherche, de faire du testnet, mais ils avaient besoin de pouvoir modifier en mainnet. Chose qu'ils ont fait, ils ont augmenté de plusieurs facteurs déjà la scalabilité du réseau depuis le lancement de SundaeSwap, et ils ont une roadmap en 11 étapes, enfin ils ont 11 points de scalabilité sur cette année, qui sont très importants. Donc là, on arrive dans le moment où Cardano va commencer à pouvoir accueillir réellement des premières vraies applications DeFi. On n'y est pas encore tout à fait, c'est encore balbutiant, mais en tout cas des informations que j'ai moi de mon côté, qu'on a côté Cardashift, que ce soit de la fondation Cardano, du Project Catalyst, qui est l'issue de la fondation et d'IOG, qui est la société qui est derrière, et les informations qu'on a des équipes techniques d'IOG directement avec qui on travaille assez régulièrement, ils vont accélérer très fort, mais ils y vont à tâtons parce qu'ils savent à quel point le monde de la crypto peut être rude dans la mesure où quand quelque chose ne fonctionne pas une fois, on part du postulat que ça fonctionnera jamais, donc on n'y revient pas. Donc ils veulent pas nous trop pousser parce qu'on sait très bien un peu toutes les critiques qu'il y a aujourd'hui sur ce protocole. Ça va vite, hein. Ça va très très vite. Ça va très très vite, mais en tout cas c'est assez enthousiasmant quand on regarde les recrutements qu'ils sont en train de faire et toute la dimension adoption qu'ils sont en train de préparer. Alors certes on n'y est pas encore, mais ça avance bien. Et je te rejoins par ailleurs complètement. Algo, je trouve ça assez fabuleux ce qu'ils ont fait, notamment la finalité des transactions qui est extrêmement intéressante, notamment dans un contexte bancaire où une banque, on peut pas potentiellement une transaction, on ne sait pas si elle va passer ou non. Si une transaction est passée, elle est passée, quoi. Enfin, pour ça. Et je crois que c'est Silvio Micali, l'économiste qui est derrière, a fait un boulot assez fabuleux sur Algo. Ouais, tout à fait. C'est vrai que j'ai eu la chance de rencontrer Michael Cotton aussi, certaines personnes chez Algorand, et puis c'est vrai que c'est des gens où ils te vendent finalement l'écosystème au moins d'eux. C'est vraiment hallucinant, ils sont très forts aussi, donc ces personnes ils savent très bien parler pour être honnête, mais c'est vrai que ça se développe énormément. C'est maintenant le DeFi, c'est les DAO qui sont en train de mettre en avant, vraiment beaucoup des toolings pour pouvoir aider les entreprises du Web 2 au Web 3 de vraiment s'intégrer aussi, et moi c'est ce que je veux voir aujourd'hui. Moi je veux voir de l'adoption quelque part avec cette blockchain. Il n'y a pas besoin d'aller trop vite si c'est pas prêt, ça c'est clair. Donc je pense que c'est aussi un très bon choix typiquement de Cardano de ne pas le faire. Mais ouais, super intéressant. Merci d'avoir partagé du coup un tout petit peu aussi ton point de vue. Et puis il faut vraiment pas hésiter à aller regarder du coup la roadmap pour toutes les personnes de Cardano. Je pense que c'est très important. Aujourd'hui, peut-être une dernière question de ma part, puis après on pourra partir sur le chat, puis après on vous laisse tranquille. Qu'est-ce que vous recommandez comme wallet pour pouvoir utiliser sur l'écosystème de Cardano? Parce qu'aujourd'hui, les gens ils utilisent MetaMask. Si je peux dire vraiment, genre en gros, les gens c'est MetaMask, Trust Wallet ou Ledger. Bon, je vais laisser à Anaïs le soin de répondre à cette question. Elle connaît bien les wallets de Cardano. Beaucoup occupé d'accompagner, on va dire, tous nos investisseurs à avoir un wallet qui marche, qui reçoit ses claps, qui nous envoie ses ADA, puisque notre ICO était en ADA. Du coup, qu'est-ce qu'on peut recommander? Alors, on n'est pas du tout en partenariat avec l'un d'entre eux déjà, pour que ce soit clair. Donc, on reconnaît pas l'un d'entre eux comme meilleur que d'autres. Simplement pour que ce soit le plus facilement connectable, on va dire, aux premières DApps, aux DEX qui sont existants, je dirais Nami, Gero Wallet, Yoroi. Voilà, ça peut être plus sécurisé. Puis un cold wallet, du coup, il y avait des Dalus. C'est celui que j'avais utilisé au tout début. Sécurisé, mais plus long, puisqu'il faut. Enfin, je sais pas. Horrible. Ok, voilà. Ok, donc pour avoir un peu plus de rapidité, un accès assez rapide, une connectabilité avec les applications, vraiment, ouais. Nami, Gero Wallet. Et il y a CC Volt, quelqu'un qui dit dans le chat. Volt. Tout à fait. Aussi.
Mais ouais, après, Daedalus, ça s'appelle, c'est juste, hein. Ouais. C'est le tout premier que j'avais téléchargé, je crois que c'était encore en 2017, je crois. Il était tellement lourd, ça prenait je crois 15 minutes pour l'ouvrir. Alors peut-être c'était mon ordinateur, je sais pas, mais c'était affreux. Je l'utilisais tout le temps pourtant. Mais voilà. C'est de pire en pire, hein, parce que tu dois resync avec la blockchain à chaque fois, c'est un full node. Oui, Donc c'est en fait, c'est très intéressant quand tu es développeur de Diap, parce que grâce à ça, tu as en fait un full node, donc tu peux faire beaucoup plus facilement manipuler des transactions et tu vas potentiellement avoir plus de facilité à faire les choses. Par contre, quand tu es un particulier, ah bah, c'est une tannée. Si pendant 3 semaines, 1 mois, t'as pas réouvert ton Daedalus, tu dois te resync avec une blockchain qui a évolué en 1 mois. Et je me rappelle d'un ami qui voulait investir dans l'ICO de Cardashift, qui a oublié de resync son wallet Daedalus avant. Il l'a ouvert à 14h, l'ICO commençant, je crois, à 18h. Ouais. Il a fini de sync à 17h45, quoi, à peu près. Oh, le stress total. 3h45 pour sync ton wallet, tu te dis, mais attends. Et il y en a qui n'ont pas signé d'ailleurs. Ouais, Enfin, c'est fou ça. si je veux faire une transaction retail, envoyer de l'ADA pour acheter ma baguette de pain, ça va être compliqué, quoi. C'est exactement ça, ouais, tout à fait. Donc, mais c'est bien, ça veut pas dire qu'il est mauvais, mais c'est juste, c'est peut-être mieux du coup pour les développeurs ou des gens qui utilisent ça d'une manière un petit peu différente, en effet. Ok, super. Bah, merci beaucoup déjà d'avoir répondu à toutes ces questions. Vraiment super. Je pense que les gens, ils ont 2-3 petites questions également sur le chat. Donc, je vais me permettre peut-être de poser 2-3 petites questions. Et puis, comme ça, après, je vous laisse y répondre si vous arrivez naturellement. Ici, j'ai une question. Quand et sur quel DEX vous envisagez d'être listé? Eh ben, on est heureux d'annoncer que nous sommes listés sur les DEX du coup de Cardano, les 2 qui sont live pour le moment, qui sont SundaeSwap et MusliSwap. Vous pouvez donc retrouver le clap. Il y a déjà donc de la liquidité, je suppose, aussi dessus. Okay. On a apporté de la liquidité par nous-mêmes et même nos investisseurs l'ont fait et pas de souci là-dessus du coup. Magnifique, super. Pour faire simple, alors c'est toujours sur des questions, mais pour faire simple, ils font quoi des différents des autres Launchpad? Toujours ces petites questions. Ouais, alors je pense que le processus de sélection, le fait d'être vraiment community driven, donc de faire interagir la communauté avec ce processus de tu stakes tes claps pour voter sur un projet, ce qui te donne le droit, si tu as voté sur les projets qui sont accompagnés, d'avoir une whitelist et de pouvoir investir dans le projet. Ça, c'est quelque chose qui est clairement différenciant. Ensuite, je pense, de base, la chose la plus différenciante pour nous, c'est le support qu'il y a avant le financement et après le financement. Aujourd'hui, un launchpad, globalement, c'est plutôt un réceptacle pour recevoir des fonds, pour lever des fonds, tout simplement. Nous, on utilise cette techno pour effectivement avoir cette mécanique-là, mais c'est surtout, on a un accompagnement pré-funding qui permet de dérisquer un maximum le projet et de pouvoir attester à notre communauté qu'on a bien fait des due diligence très complètes, qu'on va faire état à la communauté qui pourra vérifier avant d'investir, si tant est qu'elle a envie de vérifier. Ça, c'est encore un autre sujet. Et ensuite, accompagner post-funding pendant au moins 6 mois le projet sur pas mal d'aspects. Et là où vraiment on fait la différence, c'est qu'on est là en train de construire un réseau de partenaires, un écosystème de partenaires pour qu'un projet, outre le funding, on puisse avoir des expertises qui lui manquent, avec des partenaires qui sont capables de leur donner des expertises localement, internationalement, ouvrir des nouveaux projets, ouvrir des nouveaux marchés, avec des partenaires, donc leur permettre simplement d'accélérer. C'est pour ça qu'on parle de processus d'accélération. Et ça, c'est vraiment ce qui nous différencie. Et je pense que si on met ça sous un chapeau, c'est aussi que notre ambition, c'est l'impact social, environnemental, et pas l'argent ou pas des protocoles DeFi qui sont dans les tréfonds de la DeFi et qui n'apportent pas grand-chose de plus que des APR très intéressants. J'ai presque envie de dire beaucoup sur la Binance Smart Chain, mais je vais garder ça pour moi, même si je viens de le dire. Il y a eu ici, il y a quelqu'un qui repose la question en rapport avec parce que je ne connais pas la liquidité du coup entre ADA et CLAP du coup sur les pools de liquidité. Je ne sais pas si on parle de dizaines de milliers de dollars, centaines de milliers de dollars, ou si on peut déjà parler en millions. Il demande si vous allez en mettre plus ou pas. Alors, on est aujourd'hui à peu près à 190 000, 200 000 ADA en liquidité. Donc, c'est pas encore énorme, c'est suffisant pour un début avec l'état de maturité de la blockchain. Certains diront que c'est pas suffisant. Nous, on pense qu'à l'état actuel, c'est ce qu'il nous faut.
Et je peux peut-être déjà faire un petit teasing, mais on devrait avoir un événement de liquidité qui arrivera dans les prochaines semaines, qui devrait fortement inciter des investisseurs à acheter du Clap pour venir les apporter en liquidité. Voilà, tout à fait. Et d'ailleurs, pour toutes les personnes qui posent les questions, vous avez également le droit de mettre de la liquidité. Moi, je dis toujours parce que les gens s'attendent toujours qu'on ait fait les projets mettre de la liquidité. Mais moi, je trouve personnellement que quand on croit dans un projet et on veut participer à plus long terme, participer aussi à la liquidité. Vous allez également pouvoir gagner un tout petit peu d'argent grâce aux fees sur le long terme. Alors, c'est pas le but de rentrer et ressortir naturellement, mais de pouvoir participer, ça aide le projet aussi et ça donne beaucoup plus de confiance dans des pools de liquidité ou plus d'utilisateurs qui vont également participer. Donc, n'hésitez surtout pas aussi à le faire du moment que vous avez confiance dans le projet. Et je parle pas seulement du vôtre, mais je parle vraiment en général. Parce que c'est fait pour tout le monde. C'est ça les DEX, c'est ça qui est cool justement. Est-ce que chaque projet aura son propre token? Oui, c'est le but. Après sélection, le but c'est de les amener à créer leur token et à le vendre durant leur IDO. Et puis à faire en sorte que ce token soit viable ensuite, puisqu'on aura essayé de sélectionner vraiment des projets et avec la communauté, des projets avec un business model, un vrai business model viable. Et donc oui, que ce token par projet soit viable. Parfait, super. Et si je peux peut-être compléter, parce que c'est quand même important, il y aura, parce que je pense que ça va être une des prochaines questions de la communauté, c'est ok, c'est cool, mais il y a quand même plein de projets à impact qui ont aucun intérêt comme ça conceptuellement d'avoir un token, ce que j'entends. Il y a plein de projets, un token utilitaire, ouais, je comprends pas, ça va être compliqué. Pour ça, on a dans notre roadmap clairement inscrite la volonté de créer notre plateforme de STO, donc Security Token, donc la fait qu'on puisse lever en equity pour des projets. Par exemple, je pense à des projets industriels. Aujourd'hui, on a des usines de transformation où on a des coopératives agricoles qui veulent se mettre ensemble pour créer un appareil de production, un appareil de transformation. On a beaucoup moins d'intérêt à avoir un token utilitaire. Par contre, on aurait un intérêt à pouvoir permettre à quiconque d'investir en equity dans cette structure qui permet du coup à des coopératives agricoles, au lieu de vendre des matières premières, les transformer et donc capter eux la valeur plutôt qu'elles soient captées à l'export par des multinationales. Bon, je vous passe les détails parce qu'on peut en parler pendant des heures, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans le temps, on va être amené à aller vers d'autres types de financement où il n'y aura pas un token utilitaire comme les gens ont l'habitude de le voir ultra liquide, comme on les manipule au quotidien dans le Web3. Il y aura d'autres types de tokens que seraient des securities par exemple. Ok, ouais, super intéressant ça, j'aime bien. Quelqu'un ici dans le chat qui dit si la pool monte à 500 000 Cardano, je balance toute liquidité aussi. Il y a quelqu'un qui posait la question, est-ce qu'on peut stake les tokens de Clap? Alors, aujourd'hui. Pardon? Pour le moment, non. Mais dans le futur, oui, très prochainement. Puisqu'on va construire notre système de staking, nous, en interne, et puis pour voter justement sur ces projets-là. Ok, super. Et puis, donc vous avez un proof of stake comme consensus du coup aussi. Est-ce que vous connaissez déjà l'inflation sur le staking, enfin la rémunération du staking pour les gens qui vont staker, l'inflation sur votre token, ou vous la connaissez pas encore? Non, on la connaît pas encore. Aujourd'hui, okay. Ouais, elle doit être encore calculée du coup. Donc pourquoi il n'y a pas encore le proof of stake du coup, je suppose. Pour voter, les stakers doivent effectuer un KYC, c'est écrit KVC, je suppose que c'est un KYC, sauf si c'est autre chose. Il n'est pas difficile pour une baleine de répartir son stake sur plusieurs wallets. Pas super bien compris la question. Je ne pense pas qu'il y a besoin de faire un KYC pour voter, je suppose. On est d'accord? Ou oui? C'est encore à l'étude, j'ai envie de dire, parce qu'on veut éviter ces problématiques-là. Justement, d'une baleine qui fait du multi-wallet. Donc, si c'est pas un KYC, on va trouver d'autres biais pour s'assurer qu'une personne fait un wallet. Intéressant. Un de nos gros sujets, justement, parce que c'est la seule vraie faille qu'on peut voir dans notre système de vote, avec cette logique de il faut des wallets et il faut du montant. Enfin, c'est les deux qui importent. On veut éviter que ces baleines-là puissent s'amuser à faire ça. Et donc, du coup, ça pose une vraie question. Et on se pose, du coup, la question de est-ce qu'on doit obliger aussi le KYC sur ce process-là, ou est-ce qu'il y a d'autres biais qu'on peut utiliser? Après, franchement, on est aussi dans une logique qui est, on est là pour le long terme, on est là pour itérer, des badges, il va y en avoir plusieurs.
on va tester des modalités, on va apprendre des premiers batchs et de comment ça s'est passé pour aussi faire évoluer nos modèles de gouvernance et nos modèles de vote. Les votes dans 6 mois ne seront pas les votes de demain, quoi. Il faut aussi se le dire. On est là pour apprendre avec le marché, avec notre communauté, et on peut pas mettre en place un modèle qui soit de base scalable, pérenne et qui ne va pas évoluer dans le temps. Sinon, on serait bien trop sûr de nous-mêmes, quoi. Ouais, tout à fait, exactement. C'est vrai que c'est complexe de trouver des solutions. En général, c'est comment faire en sorte que ça leur coûte plus cher que la récompense qu'ils vont avoir. Des fois, typiquement, pour voter, des choses comme ça. Donc, si on peut trouver des coûts pour ces gens-là, pour les baleines et autres, ça peut être intéressant. Là, je ne vois pas spécialement comme ça. Donc, c'est vrai qu'un KYC pourrait être aussi intéressant. C'est un gros problème chez les DAO aujourd'hui. C'est en effet, c'est ce qu'on voit. Si on regarde un petit peu les votations, si vous suivez un tout petit peu sur Snapchat ou autre, sur certains projets, on voit que finalement, aujourd'hui, les votations, c'est 1-2 personnes qui peuvent choisir, ou l'équipe. Ça, c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui dans la majorité des projets crypto. C'est quelque part un petit peu normal parce qu'on n'a pas encore l'adoption et c'est qu'une question de temps, mais je pense que c'est une bonne chose de pouvoir trouver en effet déjà des solutions à ça. Du coup, maintenant, je comprends mieux pourquoi un KYC. Ok. Je regardais s'il y a peut-être encore une question ou deux. Je vois qu'il est 21h, donc ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble. Je me permets de faire aussi une petite parenthèse. Ça a déjà été mis aussi sur le chat. Donc déjà, je voudrais vous remercier aussi. Donc vous avez fait un giveaway aussi de $200 pour la communauté. Donc il y aura 2 gagnants de $100 qui seront payés en clap du coup, si j'ai bien compris. Donc n'hésitez pas aussi à participer. Il y a Cartel qui va vous partager également le lien pour le tirage au sort qui est donc sur Twitter. Je ne sais pas si on va faire le tirage au sort ce soir, si on le fait directement en live avec vous, ou sinon on va le faire demain soir en live. Ça, c'est vous qui pouvez choisir. Je t'en prie, faites-le demain soir, ça laissera 24 heures de plus. Ça laisse un petit peu plus de temps pour les gens de participer. Comme ça, je pourrais encore faire un petit mot aussi demain. Alors, magnifique, super. Je regarde juste du coup, il y a 2-3 petites choses. Salut Anto et bonjour Anaïs et Vincent. Juste un commentaire, j'aime bien car vous êtes sensible aux questions de protection des données perso, contrairement à des entreprises US ou autres. On le voit dans vos termes in conditions, page 26, car vous récupérez un max de données perso et aux acheteurs. Géolocalisation, copy invalid identity, document in nationality, identity card, nationality, date and birth. Ouais, je pense que c'est exactement ça. C'est super important en effet. Et puis, bon, on l'a tout de suite ressenti que ça venait de votre part. Et puis, c'est un très bon commentaire, Shainu. Du coup, merci de l'avoir mis aussi sur le chat. Vous voulez peut-être redire un petit mot peut-être en rapport avec justement la protection des données perso, justement, personnelles? Rajouter quelque chose ou bien tout était dit là? Je pense que, outre notre volonté individuelle en tant qu'entreprise de vraiment bien faire les choses et de protéger les données, on est, une nouvelle fois, je parlais de crédibilité de nos entreprises et du fait qu'on était visible par le monde réel. Donc on se doit, même au-delà de vouloir le faire, on se doit de le faire, ne serait-ce que parce qu'on ne veut pas se faire taper sur les doigts et que aujourd'hui, une nouvelle fois, on est dans beaucoup de zones grises dans la crypto et on doit être plus blanc que blanc sur certains sujets si on ne veut pas se faire retoper par les administrations pour plein de raisons. Donc on fait un maximum pour qu'on soit en règle sur tous les sujets et que nos investisseurs soient protégés. Ouais, tout à fait. Moi, c'est ce que j'aime un tout petit peu dans la crypto, c'est que finalement, les entreprises du Web 2, en fait, ils n'ont pas de communauté, si on regarde ça comme ça quelque part. Tu rentres dans le Web 3, tu as l'impression que tu as l'obligation d'avoir une communauté pour que les gens te suivent et puis qu'ils investissent. Et donc, automatiquement, tu dois donner de la transparence, en tout cas dans la majorité des cas. Il y a de l'anonymat est respecté, et j'aime bien quand même aussi, mais est juste un petit peu plus dangereux. Mais j'aime beaucoup du coup les gens qui donnent de la transparence, qui sont là, puis qui montrent en effet beaucoup plus en détail. C'est très important, je pense, aujourd'hui. Ouais, et puis je pense que on a hâte d'être dans quelques mois, quelques années avec des principes de DID, d'identité numérique décentralisée, où le KYC ce sera complètement obsolète et chacun se connectera avec son wallet et tout le monde sera content. On retient aucune donnée, tout va bien. On n'y est pas, mais on a hâte d'y arriver. Justement, il y a un message ici. Il existe plusieurs solutions d'identité numérique sur le Web 3. Pourquoi ne pas les utiliser? Est-ce que c'est parce que c'est trop jeune, justement? Aujourd'hui, c'est comment est-ce que l'administration publique, comment est-ce que les régulateurs voient les solutions de DID? C'est un vrai sujet pour nous. Alors, on a étudié avec plus de 5 cabinets d'avocats différents nos solutions pour la levée et pour demain. Ce qui est rigolo, c'est qu'on n'a jamais les mêmes conclusions. Donc du coup, on est là et on essaie de prendre des décisions qui nous permettent de se dire, OK, à court terme, on fait les choses au mieux. Et c'est quoi notre cible? À plus long terme, clairement,
si ça tient qu'à nous, le KYC, on n'en veut pas. On veut quelque chose de beaucoup plus fluide. Et la DID semble être clairement une des bonnes voies. Aujourd'hui, c'est encore trop gris dans certaines zones géographiques, notamment en France, d'ailleurs. Ouais, tout à fait. Nous sommes basés et donc pas mal de choses à respecter. Ouais, c'est ça. En termes and conditions, notamment. Tout à fait, exactement. Rien que tout ce que vous dites en live aussi, vous devez quand même faire attention. Vous n'avez pas le droit de dire tout ce que vous voulez non plus. Donc, il y a une personne qui a demandé si on peut partager vos Twitter personnels. Après ça, c'est à vous de dire si vous voulez ou pas. Oui, il n'y a pas de souci. Ils sont déjà marqués même sur Cardashift. Je crois qu'on vous a marqué. Sur le site internet ? Non, quand on a fait un retweet de votre tweet, je crois qu'on a marqué. Bah voilà. Alors du coup, n'hésitez pas à les regarder. Et puis si vous voulez redire, vous pouvez toujours. V.Chavenda. Non, c'est V-du-bas. V-du-bas Chavenda, ouais. Et Anna-du-bas Boucher. Magnifique. Super, merci beaucoup. Et puis comme ça, si d'un coup, vous voulez aussi quand même, vous n'avez pas eu le temps de noter, n'hésitez pas à regarder du coup sur Twitter pour aller faire un petit tour. Je peux peut-être regarder encore une dernière question, et puis après, comme ça, on peut finir le live ici, si ça va pour vous. Pas de souci. Parfait. Magnifique. Je regarde juste, j'essaie de prendre une bonne question. Que pensez-vous du problème qu'il y a eu avec Google Analytics dernièrement par rapport à la collecte de données ? Je ne sais pas si vous avez suivi ça. Moi, j'ai pas suivi. Ouais. Pas tout suivi. Qu'est-ce qu'on en pense ? On en pense qu'on ne peut pas grand-chose à notre petit niveau face à un Google, mais... Ouais, déjà. Moi, mon avis sur ça, c'est que si tout le monde utilisait Brave, des VPN, d'autres billets pour utiliser pour naviguer en ligne, on n'aurait pas ce problème-là. De base, on n'aurait pas ce type de problème. Et si si vous voulez tous un avis très très franc, je pense qu'on est avec la blockchain à l'ère de la responsabilisation individuelle. Il faut apprendre à gérer son argent, il faut apprendre à gérer ses données, il faut comprendre que les empreintes qu'on laisse en ligne, eh ben c'est capté et il y a des gens qui en font quelque chose. Il faut apprendre que le Web 2 et que n'importe quel logiciel a ses failles. Il faut apprendre que les acteurs même centralisés, même les plus gros, ont leurs biais et ont leurs intérêts personnels. Et donc, c'est à nous, à notre petite échelle, de réussir à faire un maximum, si tant est que c'est quelque chose qui nous touche, pour éviter de trop dire de choses en ligne. Et après, c'est à nous aussi de militer si on veut que les choses changent. Et militer, c'est pas juste dire « Ah, c'est pas bien », c'est prendre les devants, faire les choses. Et c'est un peu ce qu'on essaie de faire avec Cardashift aussi sur les thématiques d'impact. C'est de dire, plutôt que de dire la planète va mal, on va tous mourir, c'est plutôt la planète va mal, mais il y a des solutions. Quelles sont les solutions et comment on y va, quoi. Et on pense que c'est un peu comme ça sur tous ces sujets. Et la blockchain nous offre en fait aujourd'hui de nouveaux outils. Et à mesure qu'on avance, on a de plus en plus d'outils pour que chacun puisse s'émanciper individuellement et se dérisquer vis-à-vis de problèmes de leak de données, d'interprétation de données par des tiers centralisés, etc. etc. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Je suis tout à fait d'accord. C'est juste. Il y a d'autres questions naturellement, même des questions sur est-ce que vous avez un avis sur le hack de OpenSea. Donc on va peut-être pas rentrer sur toutes sortes de questions naturellement. Si vous aimeriez poser encore plein de questions sur Cardashift, n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur Discord surtout. C'est là-bas que vous êtes le plus actifs si j'ai bien compris. Ils sont également actifs sur Twitter, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Mais sur le Discord, vous allez vraiment avoir toutes les informations nécessaires. Vous allez avoir surtout aussi des réponses si vous avez des questions. C'est français anglophone. Le Discord ? Oui. Le Discord, oui, il y a un channel français qui est disponible sur lequel on répond très souvent, tous les deux d'ailleurs. Magnifique. Et il y a aussi un channel général anglais. Magnifique, super. Bah, c'est comme ça, c'est vraiment presque pour tout le monde en tout cas. Donc, dans 15 langues. Enfin, magnifique. C'est international. Yeah. La classe. Super. Oui, alors il y aura Cartel qui va remettre encore une fois les liens. Voilà, il vient de remettre tous les liens dans le chat. On peut mettre point d'exclamation Cardashift et puis il y a tous les liens qui apparaissent, donc n'hésitez pas à le faire.
Et puis, sur ce, magnifique. Alors, je vais déjà vous préparer parce qu'à la fin, je vais faire la petite blague. Je vais sûrement faire, alors on arrête là, puis je vais faire clap du coup. J'ai vu quelqu'un mettre ça dans le chat, donc je me suis dit que ça pourrait être une bonne petite blague. Mais en tout cas, déjà, Vincent et puis Anaïs, merci infiniment d'être venus avec nous ce soir pour discuter un petit moment de Cardashift. Vraiment super, super intéressant. En fait, c'était CryptoVector, donc, qui est venu en relation aussi avec Anaïs, donc, qui est notre analyse fondamentale. Donc, lui va chercher en effet tous des projets qui lui plaisent, et c'est pas n'importe quelle analyse fondamentale. On sait un petit peu quel boulot il fait, donc c'est pas pour rien qu'il vous a contacté aussi. Il adore votre projet, donc il était vraiment très 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 excité pour ce soir pour l'interview aussi, donc j'espère que ça lui a plu aussi à lui. Et puis nous, on va de toute façon suivre votre projet de très proche, et j'espère qu'on va pouvoir aussi se revoir, et puis peut-être dans 3 mois ou dans 6 mois, quand on aura vu déjà un petit peu plus d'avancement également de votre projet. N'hésitez pas à venir faire un petit clap à la porte, et puis comme ça vous pouvez revenir une fois en interview aussi, puis comme ça on peut poser de nouveau plein d'autres questions et de voir un tout petit peu l'avancement de votre projet aussi. Puis je voudrais vous remercier infiniment surtout d'être venu avec nous ce soir, et puis encore une fois surtout pour le giveaway pour la communauté, c'est vraiment très sympa. Et puis comme ça je contacterai sûrement, je pense, Anaïs pour les gagnants qui aura du coup sur Twitter. Super. Merci infiniment, avec plaisir pour une prochaine fois, pour quoi que ce soit, pour répondre à des questions. Pour présenter des projets. Bien sûr. Vous pouvez venir chaque 2 semaines à peu près, je dirais. Dans 6 mois, à peu près tous les 2 semaines. C'est mes estimations. Et merci encore à vous deux, du coup, avec CryptoVector, pour l'invitation et pour ce moment très sympa. Et puis à très vite, du coup. Merci à tous. Une excellente soirée à vous, au plaisir. Merci beaucoup. Ciao, ciao.